Là, je le sens, là. Ça va être la bonne de l'avoir, là. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche. Et cette semaine, je suis avec Viviane Martinova-Croteau. Bonjour, Viviane. Bonjour, François. Fais semblant d'être surprise. Clément Laberge. Salut à vous deux! On va faire semblant que ça fait pas 1000 fois qu'on le fait. Et cette semaine, les avions sont contaminés. Peter O'Toole pitch de l'eau bénite sur les extrémistes. Et un semblant de démocratie toujours malmené aux États-Unis. Bonjour tout le monde! Salut! Bienvenue à cette nouvelle version vidéo qu'on espère qu'il va fonctionner encore. On fait quelques fois qu'on le reprend. Il risque d'avoir des fois des petits pépins, mais on s'en sort jusqu'à maintenant. Bienvenue dans cette nouvelle version vidéo des Engagés publics. Bon, vous voyez présentement, c'est le studio de Montréal qu'on avait préparé pour nos collaborateurs dans la région, dans le Grand Montréal. Ben, je suis tout seul. Je pense que pour quelques mois encore, on va le faire dans la formule que vous voyez ici, que vous voyez à l'écran où on a tous nos collaborateurs via Internet en ce moment. Donc, merci Clément et Viviane d'être là. J'ai quand même pris ça au sérieux, la première émission vidéo. J'ai demandé à ma fille de me faire une grande opération de maquillage avant l'émission. Pour vrai? Oui. Donc, je remercie Capucine pour sa contribution aux engagés publics. Excellent, merci à elle. Sinon, je Clément... me suis quand même forcé plus que d'habitude aussi pour apparaître dans votre écran. Comment se passe votre début d'année, là? Je veux dire, 2021, c'est supposé être l'année du renouveau, là. Ben, moi, je veux y croire. Je veux y croire. Je m'attendais pas à ce que ça change le premier jour de l'année, mais je veux croire qu'on est sur un élan positif, que demain, inauguration aux États-Unis, ça va donner un nouvel élan aussi, puis que peut-être quelque part au printemps, ça va faire du bien de retrouver le soleil, la chaleur, puis qu'on va être parti pour un nouvel élan d'optimisme. Il faut y croire. 2021, l'année où on peut recommencer à donner des câlins et des bisous aux gens. Ouh, c'est plein d'espoir, ça. J'ai hâte de voir ça. C'est plein d'espoir. Hey, parlant d'espoir, puis vu qu'on parle encore de la motadine de COVID, j'ai remarqué cette semaine en regardant les notes que notre segment Québec est maintenant défini comme étant le segment COVID-19. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'on est tanné d'en parler, qu'on a tous hâte de passer à d'autres choses et de se faire des câlins, comme dit Viviane. Rentrons dans le vif du sujet. Écoutez, ça continue. On franchit le cap des 900 décès au Québec alors que les cas... 9 000, merci beaucoup, parce que c'est différent. 9 000 décès au Québec alors que les cas issus des voyageurs inquiètent beaucoup. Certaines bibliothèques municipales vont rendre disponibles des postes de travail, des ordinateurs. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui manquent d'ordinateurs en ce moment au secondaire, au cégep. Legault refuse d'accorder une exception aux itinérants. Donc, l'argumentaire, ce serait qu'il y aurait possiblement des gens qui se feraient passer pour des itinérants. Je vous laisse en parler tantôt. Legault aussi demande à Ottawa d'annuler les vols internationaux non essentiels. On continue toujours avec Québec qui compte investir 19 millions pour stimuler le secteur des TI. Pendant ce temps, le PQ demande au gouvernement de présenter un plan pour soutenir les étudiants et l'éducation au cégep et à l'université. Ils ont aussi fait une proposition en matière de santé mentale, toujours dans le contexte de la pandémie, évidemment. Pour ce qui est de QS, ils ont demandé cette semaine à ce qu'on privilégie le bois dans la construction au Québec. On a parlé un peu de voyage, on a parlé un peu des vols internationaux. Peut-être, je te dirais ça vite avant que Legault ferme les frontières. Mais Viviane, est-ce que ton dernier voyage au Mexique a bien été? Est-ce que tu as fait de voyage au Mexique la semaine passée? Ah oui. Tu étais sur le sud. Hein? Les 4 murs de chez nous, centre-ville de Montréal. Oui, non, beau voyage imaginaire. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même dans la semaine qui t'a accroché? Oui. En fait, là, le gouvernement Legault a demandé d'interdire les voyages non essentiels au timing. Rendu au 18, 19, 20 janvier, on s'entend que le mal est fait, problème est pas mal déjà derrière nous, mais sincèrement, là-dessus, je blâme entièrement la gestion de tout ça sur le gouvernement fédéral. Parce que c'est sa compétence?
parce que c'est sa compétence, absolument. J'en ai déjà parlé à cette émission quand on a débattu un petit peu avec Ronnie, c'était bien fun. J'aimerais ça reprendre ça à un moment donné. On va t'arranger ça. Pour moi, quand le gouvernement canadien commence à dire qu'il veut faire la morale aux provinces en matière de santé puis établir des standards minimaux de santé pan-nationaux, là, ça me choque tellement parce que depuis le début, il n'y a pas une balle qui l'a bien reprise. À part, je dois le dire, pour ce qui est de la PCU, là, puis encore là, il y a bien des choses à dire là-dessus, mais ça a pris des semaines pour qu'ils réagissent en mars quand il fallait urgemment fermer les frontières ou en tout cas les contrôler sévèrement. C'était sa compétence. Il n'a pas imposé la quarantaine en retour de voyage. Il le fait toujours pas comme du monde encore. Je veux dire, il contrôle les quarantaines en faisant des appels. C'est pas. Pourquoi vous pensez que c'est le cas qu'il y a facile encore? Pourquoi il y aurait une certaine mollesse au niveau fédéral? Quelle pression ils auraient à eux? Ou est-ce qu'on parle d'une expérience, d'une déconnexion? Ou... Sincèrement, je sais pas. La seule théorie vraiment que j'ai, ça pourrait venir des compagnies peut-être aériennes. Il y avait... C'est une bonne période pour elles, la période des fêtes. Donc, peut-être que, étant donné qu'elles sont en grande difficulté, qu'elles refusent de rembourser les voyageurs dont les voyages ont été annulés, peut-être que le gouvernement n'a pas voulu les empêcher de fonctionner pendant cette période-là qui est bonne pour elles. Je sais pas, j'ai vraiment aucune idée pourquoi ils sont aussi lents à réagir, aussi mauvais. Puis, évidemment, là, c'est en arrière de nous, mais il y a eu tout le scandale du 1 000 $ aux voyageurs de plaisance là, qu'ils auraient pu avoir pour les motiver à faire leur quarantaine. Je veux dire, ça fait des mois là, qu'on sait que ça allait être un enjeu. Je peux pas croire qu'ils ont manqué ça dans leur projet de loi. Donc, moi, je vais pour dire que il n'est pas plus compétent que les provinces en matière de santé, puis de se mettre à faire la morale aux provinces dans ce domaine-là, ça me choque. Moi, je vais être un peu plus cynique, je pense. J'aime pas ça, mais je pense que dans ce cas-là, en tout cas, moi, ma seule façon d'expliquer l'attitude du fédéral dans tout ce dossier-là, c'est de me dire qu'il ne veut déplaire à personne, il veut se garder le beau rôle, il distribue l'argent. Puis il impose pas de contraintes, ou en tout cas le moins possible qui pourrait lui être reproché. C'est ça, il faut se rappeler qu'ils sont minoritaires, qu'ils peuvent tomber à tout moment ou choisir de tomber à tout moment pour se faire une élection. Donc je pense qu'ils évitent ou ils reportent sur les provinces toutes les décisions qui pourraient déplaire, puis ils se gardent la distribution de l'argent. Donc c'est ma façon d'interpréter ça. Ceci dit, je partage tout à fait ton point de vue sur le fait que c'est mou, c'est limite, c'est dans les limites de l'acceptable quand il se permet de faire la morale en plus d'adopter cette position faible-là. Je voyais dans tes notes, Clément, que tu n'étais pas indifférent à la récompense de 1 000 $ aux voyageurs, d'ailleurs. Ou c'est Viviane, excuse-moi, Viviane, c'est toi qui n'étais pas indifférente à ces récompenses aux voyageurs. Non, parce que c'est un incitatif financier à voyager, là, carrément. D'avoir, parce que là, ce qu'il fallait faire, évidemment, c'était de décourager le plus possible les voyages de plaisance, qui est à avoir oui, le terme ne me vient pas, mais des freins, qu'ils soient financiers ou autres. Il y avait moyen, même si je veux bien croire que c'est dans la Constitution qu'on ne peut pas empêcher les gens de sortir du pays, mais il y a quand même moyen de ne pas inciter, disons, là, ou de exactement, mettre des freins. Ouais. Ce mot-là, mais au négatif, de ne pas inciter les gens à voyager pour le plaisir. Et bref, là, il a fait exactement l'inverse. Ce qui me choque, c'est que là, on dit « Ah, c'est un oubli, mais oui, mais voyons donc. Vous avez pas pensé à ça? Ça faisait des mois que cette période-là s'en venait, là, puis que vous planchiez sur ce projet de loi qui allait remplacer la PCU. Je trouve que c'est de l'incompétence. Puis il faut dire aussi qu'il y a eu un bâillon sur cette loi-là à la fin, donc ils ont coupé court au débat des oppositions qui ont eu beaucoup moins de temps pour analyser ce projet-là, donc c'est vraiment la faute du gouvernement là-dessus. Clément? Moi,
On a plein de raisons de déplorer les manquements des gouvernements à plein de niveaux. Là, on parle du fédéral. Il y en aurait aussi au niveau du gouvernement québécois. Il y en aurait dans les villes. Moi, je trouve quand même qu'on devrait prendre un peu plus de temps aussi pour voir les signes encourageants. Si on regarde au Québec depuis quelques jours, on voit que la tendance est intéressante. On dirait que les efforts qui sont faits depuis le retour de janvier sont plutôt favorables. La tendance est à la baisse. Moi, je suis assez étonné. Globalement, il y a quelques gens qui protestent contre le couvre-feu, puis c'est tout à fait possible de le dire, puis de pas se crier des noms. Il y a des raisons pour être en désaccord avec le couvre-feu. Il y a des sensibilités différentes dans la population. Mais globalement, je trouve qu'on est assez bon à le respecter, le couvre-feu. Moi, je trouve, dans mon milieu, dans mon entourage, un peu partout, c'est pas rien, un couvre-feu. On connaissait pas ça, on s'y adapte. Il y a quelques excès qui restent marginaux. Je trouverais ça le fun qu'on prenne le temps aussi de se dire que globalement, la population est collaborative là-dedans. Ouais. Puis qu'on va avancer, puis faire un peu de renforcement positif, puis se garder un peu de... comment je dirais, d'énergie mentale puis de place dans nos discussions pour discuter de la suite. Ça va finir, cette histoire-là. On va retenir quoi de ça pour l'éducation dans les cégeps, dans les écoles secondaires, dans les milieux de travail? Ça va influencer comment les choix du gouvernement pour le futur? Tu sais, on n'est pas obligé d'attendre que tout ça soit fini pour commencer à y penser, puis ça nous distrairait peut-être de nos chicanes puis des frustrations que les événements nous amènent. Ou des petites frustrations, des mini-scandales qu'on a actuellement dans les médias. Je veux dire, je vais prendre l'exemple là, du refus d'accorder une exception aux itinérants. Je comprends que ça pourrait être réglé. Je comprends très bien de part et d'autre. Il y a des solutions qui existent, qu'on peut sûrement trouver. Là. Je veux dire, je sais pas, ça n'a sûrement aucune valeur ou il y a sûrement d'autres choses qu'on peut faire, mais je vois plein de commentaires du genre ouvrez les églises ou envoyer du personnel. Il y a sûrement des solutions. Mon point étant que ça va retrousser, il va falloir corriger ces éléments-là, mais il ne faut pas se perdre dans ces nouvelles qu'on va passer, puis il faut aller peut-être canaliser ça dans quelque chose de positif. Oui, puis tu sais, on peut se permettre de dire que c'est pas le meilleur call de François Legault aujourd'hui de dire les gens vont se faire passer pour des itinérants. C'est une erreur, il n'a pas dû, je veux dire, clairement. Il l'a échappé. OK, il l'a échappé, c'est correct, puis il nous a montré dans le passé qu'il est capable de revenir le lendemain puis de corriger. J'espère qu'il le fera. Il vient de le faire sur les documents qu'il avait refusés. Donc, il refusait que les documents écrits d'Arruda soient rendus publics. Il a reviré de bord là-dessus. Puis tu sais, je pense qu'il va revenir là-dessus, je l'espère, mais on n'est pas obligé tout à coup de focaliser l'attention de 100% des médias, puis la hargne, puis tout ça là-dessus. On peut laisser passer une journée ou deux. Ouais. Puis après ça, on va retrouver nos esprits là-dessus. Il y a déjà eu une personne qui est morte, là, qu'on peut directement lier à cette cause-là. Ça va en prendre combien? Mais moi, je veux pas minimiser. Des gens choqués, là. Mais moi, je veux pas minimiser le décès de la situation, sauf que je pense pas que c'est en faisant une surenchère de hauts cris qu'on va régler la situation plus rapidement. Mais je pense que les hauts cris sont les choses qui le font revenir. Mais il faut faire pression. C'est pas quand il le fait, donc je vais me permettre de faire un haut cri ici à cette Vas-y! Non, mais vraiment, pour Raphaël Landry, la personne qui est décédée, c'est un Inou itinérant qui est décédé à un jet de pierre du refuge qu'il fréquentait habituellement, qui était fermé. Oui, exactement. Il s'est caché dans une toilette chimique parce qu'il avait peur des policiers à cause du couvre-feu. Je veux dire, c'est ça, là, la raison de sa mort. Là. Oh my God! C'est la politique. Puis... Donc, c'est vraiment terrible. Oui, j'espère qu'il va revenir sur ce qu'il dit, sur ce qu'il a dit aujourd'hui, parce que c'est complètement aberrant, là, je veux dire. Puis les policiers, ils connaissent les personnes. Mais c'est ça, là. J'ai le goût de te poser une question stupide, Viviane. Là. Est-ce que vraiment François Legault croit que les policiers sont pas capables de reconnaître les itinérants? Et est-ce que vraiment on est dans une situation sociale aussi tendue qu'aux États-Unis où dès qu'on voit un itinérant, ou surtout un itinérant autochtone, ils sont menacés par les policiers? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Il y a des gens qui ont du jugement quand même dans la police, là? Ben, en tout cas, François Legault n'arrête pas de dire qu'il s'en remet au bon jugement des policiers selon la situation. Donc, il pourrait s'en remettre au bon jugement des policiers dans ces situations-là aussi, puis dire la personne
c'est-tu crédible que c'est une itinérante, là, une personne itinérante? Je pense que tout le monde a eu la même réaction en entendant cette déclaration. Ben là, on le sait. Là, mais c'est pour ça que la déclaration est très malheureuse. Puis je pense que malheureusement, les itinérants sont dans des situations particulières, en particulier les itinérants qui sont de minorités visibles, autochtones, des femmes, etc., qui peuvent avoir des raisons de plus de craindre la police pour toutes sortes de raisons. Puis là, la peur, ça se contrôle pas, puis c'est pas politique. Puis, tu sais, la question, à un moment donné, c'est qu'on peut pas juste dire on dispense ou pas les sans-abri du couvre-feu. C'est qu'il faut avoir un rôle comme société plus proactif, puis aller chercher ces gens-là, puis les aider, puis les amener dans des endroits sécurs pour eux. On peut pas... Je sais pas, c'est pas juste le bon jugement des policiers de pas les arrêter ou de pas leur donner d'amende. C'est là, on a une responsabilité d'aide plus grande encore qu'en temps normal. Je suis d'accord avec toi, Clément, sauf que il y a toujours des situations où il y a des personnes qui sont pas prêtes ou qui veulent pas momentanément être aidées. On est d'accord. Puis, il faut qu'il y ait les ressources pour le faire, mais on peut pas obliger personne à embarquer dans cette machine-là. Je suis d'accord avec toi. Ouais, puis je sais que tu es d'accord avec moi, mais pour ça, je défonce une porte ouverte. Mais donc, il faut avoir de l'indulgence. Il faut avoir, du jugement dans cette situation-là. Et donc, on est d'accord pour que François Legault, c'est nécessaire, revienne sur cette déclaration-là, clarifie tout ça, puis au-delà des mots, déploie des moyens pour que ces personnes-là d'autres se retrouvent pas dans la même situation. Ceci dit, je vous partage une blague de Louis T que j'ai trouvé bien drôle là-dessus, qui dit qu'à la défense de François Legault, quand tu es entouré de millionnaires qui se font passer pour des pauvres pour ne pas payer d'impôts, c'est pas si fou de penser que les gens vont se faire passer pour des sans-abri pour sortir après 20 heures. Et ou que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas vu. Personne ajoute un commentaire, les sans-abri fiscaux. Je la trouve excellente. Ouais. Je voulais la partager. Là-dessus, je passerai au segment du fédéral, du Canada, du côté de nos amis d'Ottawa. On a une petite situation avec le français. Le français est malmené dans la fonction publique fédérale. Et ce, que ce soit à Ottawa, au Québec ou au Nouveau-Brunswick. Donc, quand on est dans l'institution, dans les édifices de la fonction publique fédérale, donc même sur le sol du Québec. O'Toole veut recentrer le Parti conservateur, veut exclure les membres qui seraient plus attachés à l'extrême droite. J'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Yves-François Blanchet est accusé d'attiser l'intolérance après avoir questionné les liens du nouveau ministre des Transports, Omar Al-Gabra, et le mouvement islamique politique. Une embauche aussi au port de Québec soulève quelques questions. Il y aurait une ancienne une ancienne directrice, dans le fond, qui est au projet excusez-moi, peut-être Clément, tu peux m'aider là-dessus. Donc, une ancienne je pense qu'elle était au bureau d'audience publique qui étudiait le projet. Elle étudiait le projet et là se ramasse du côté du projet, c'est bien ça? Exact. Et en plus, elle est la conjointe d'un ministre fédéral, donc c'est pas le ministre directement lié au port et à ce ministère-là, mais quand même, c'est quelqu'un qui serait sur le conseil des ministres qui pourrait prendre des décisions, je pense notamment pour la décision du projet Laurentien. Pour terminer, avec l'arrivée de Biden, Ottawa continuera de défendre Keystone XL. Il faut comprendre que demain, on enregistre qui est mardi soir, avec l'arrivée de Biden dès demain à la Maison-Blanche, une de ses premières actions sera d'enlever les permis, de révoquer les permis de construction de Keystone XL, bien sûr, sur le côté américain, ce qui a un impact du côté canadien, parce que si on peut envoyer du pétrole nulle part, on ne l'enverra pas. Revenons quand même un peu sur le français, surtout que ça a l'air que c'est malmené dans la fonction publique ici même au Québec. Je me demande, Viviane, have you ever felt uncomfortable speaking French in your life? Well, it's funny you should ask. I think it happened maybe once or twice in my life. Maybe. Je viens du West Island, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Fait que être mal à l'aise parce que je parlais en français, je veux dire, c'est probablement ce qui m'a rendu souverainiste à la base. Là. Mm-hmm. C'est commun, c'est un sentiment que je connais très bien. Pourquoi tu penses que, même dans la fonction publique fédérale, qu'est-ce qui ferait que
le français serait malmené. Je trouve ça drôle même de ici. même dans la fonction publique fédérale, parce que dans n'importe quel contexte où il y a des anglophones et des francophones, enfin, moi, chaque fois que j'étais dans ce genre de situation, les réunions se passent en anglais. Systématiquement, même si tout le monde est bilingue dans la salle. Donc, que ce soit dans la fonction publique fédérale ou ailleurs, c'est comme... On a... Si je parle pour moi, il y a comme une espèce de sentiment de hey, je suis contente, moi je parle anglais, tu sais, je suis bilingue, je suis capable de me débrouiller, je pratique ma langue. Puis c'est comme un... On s'écrase, je dis s'écraser, mais on profite de l'occasion pour montrer qu'on est capable de faire partie de la gang, mais les anglophones dans ces meetings-là ont rarement peut-être ce besoin-là ou ce désir-là. Ceci dit, on le sait tous, là, le postulat que les deux langues sont égales au Canada et que c'est un pays bilingue, c'est complètement factice. C'est une fausse histoire qui est racontée aux gens pour qu'on dorme bien le soir, là. Oui. Alors, cette idée-là qu'a le gouvernement de réviser la loi sur les langues officielles, puis qui corrigerait le postulat erroné selon lequel il existe une symétrie entre la situation des communautés francophones hors Québec et celle des communautés anglophones au Québec. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, sincèrement, parce que j'ai l'impression que l'équilibre canadien du côté du Canada anglais fonctionne sur la base de cette croyance-là, que les deux communautés linguistiques minoritaires sont symétriques, sont équivalentes. Puis là, de reconnaître réellement, premièrement, je pense pas qu'il va se rendre jusqu'à réellement reconnaître le déséquilibre entre les deux, entre les privilèges qu'il y a dans les deux communautés minoritaires, là. Mais s'il ne reconnaît qu'un peu, là, ce déséquilibre-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le reste du Canada, du côté anglophone, qui vont être fâchés de ça. Clairement. Et parmi les anglophones au Québec aussi. Ouais. Je pense pas que ça va aller très loin, tout ça, pour les raisons que Viviane vient d'évoquer. C'est que creuser tout ça et documenter tout ça présentera un portrait qui n'est pas possible de présenter au Canada. Ça va soulever plein de questions dans des secteurs, dans des régions du pays où le français n'est pas du tout la deuxième ou la troisième langue parlée. Bref, s'avancer sur ce terrain-là, c'est ouvrir une boîte de Pandore dont ils ont absolument pas besoin par les temps qui courent. Donc là, ça va bien faire pour quelques jours, quelques semaines, peut-être jusqu'à l'élection. Puis après ça, à la première occasion, on va remettre ça dans la boîte. C'est triste quand même. On a de plus en plus comme ça au fédéral et au provincial, plein de sujets comme ça où on sait qu'on a des pépins. On sait où qu'on aurait besoin de réformes. Mais par manque de leadership politique ou de capital politique, que les partis au pouvoir n'ont pas assez de capital pour le faire, on laisse ça un peu pourrir, puis on laisse ça aller. Le français, le système de santé pendant un certain temps, là, on le sait, là, que le système de santé avait des problèmes. Là. Mais est-ce que c'est parce qu'on laisse aller ou parce que la réalité politique du Canada est maintenant plus hétérogène que jamais, puis qu'en réalité, ces projets-là ne peuvent plus... Il n'y a plus d'espace pour les aborder de façon uniforme, coast to coast. Tu sais, il y a un moment où il va falloir... Il y a beaucoup de monde qui disent ça. Il va falloir à un moment donné réaliser que, qu'est-ce que tu veux, le Canada n'est pas le pays qu'on a décrit puis qu'on nous a décrit à l'école, dans nos rêves, le mythe dont Viviane parlait, puis qu'il y a plusieurs réalités dans ce pays-là. Puis à la limite, j'accepte la vision des fédéralistes qui disent le Canada n'est pas un moins beau pays, OK, faisons cette hypothèse-là, mais à ce moment-là, donnons-nous une structure de gouvernance de ce pays-là qui tient compte de ça puis qui s'appuie sur la réalité plutôt que sur des mythes qui tiennent plus du tout. Puis acceptons que l'ouest du pays a une façon d'aborder les choses, puis que l'est en a une autre, puis que le Québec, puis l'Ontario, puis qu'on ait peut-être une vraie fédération plutôt que de se faire à croire qu'on est une confédération avec des provinces. Voilà. Puis c'est drôle que tu en parles comme ça parce qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont noté que il y a eu, avec un changement de la société, un changement des médias, un passage de partis plus
consensuel ou plus au centre, puis qu'à partir du début du siècle, fait que genre 2000, l'élection de 2003 à peu près, on est passé beaucoup plus, puis même on pourrait mettre les années 90 avec l'arrivée du Bloc. Tu as eu beaucoup plus des partis avec des régionalismes ou avec le Reform Party, des socles très forts dans des régions très précises du Canada. Puis apparemment qu'on ne reviendra pas en arrière. Bon, il ne faut pas faire de futurologie, mais c'est quand même intéressant de noter que élection après élection, depuis les années 80-90, c'est un phénomène qui s'amplifie de plus en plus, puis qu'effectivement, peut-être qu'il n'y aura pas de retour en arrière, qu'on va être pris dans ce patchwork-là. Viviane? Alors, je voulais juste rajouter par-dessus ce que Clément disait, que ce mythe-là n'avait jamais été vrai. C'est une histoire d'un peuple qui a été conquis par un autre peuple, des peuples autochtones qui ont été écrasés au passage. Et il n'y a jamais eu d'égalité, là. Puis le Canada est basé sur un mensonge. C'est une arnaque comme construction de pays. Et là, s'ils font une petite correction, ils sont très, très en retard et ils ont profité de ce mensonge-là pour continuer de diminuer le poids des francophones à l'intérieur de ce pays. Fait que pourquoi on se part pas une république? Ah, tu vois, mais ça c'est intéressant que tu dises ça parce que l'intervention de Viviane est vraiment basée sur l'idée que c'est le nation building, c'est l'histoire à laquelle les citoyens veulent bien croire qui devient, si on veut, le ciment des politiques, puis de la Constitution, puis ainsi de suite. Là-dessus, je pense qu'au Québec, si on veut éventuellement faire du Québec un pays, il va falloir qu'on travaille aussi sur cette histoire-là, puis essayer d'avoir une histoire. Espérons qu'elle sera moins fictive, mais une histoire à laquelle les gens vont pouvoir dans laquelle ils vont pouvoir se reconnaître, s'engager, puis y croire et tout. On a peut-être négligé notre histoire, pas au sens seulement du passé, mais de l'histoire future à laquelle on veut adhérer, puis sur laquelle on veut bâtir. On s'est peut-être un peu laissé porter par un certain nombre de choses, puis je pense que là, on a besoin. Et c'est peut-être là aussi qu'on a besoin des artistes, des conteurs, des politiciens aussi. Des auteurs, des autrices. Ben oui, tout à fait. Ça prend des politiciens qui nous présentent une vision claire d'où est-ce qu'ils veulent amener la nation. Là. Exact. Puis c'est ce qui nous manque. Puis peut-être que la vision du Canada de Trudeau était plus forte puis appelait plus de monde que celle qu'on avait à proposer. Bon, moi, je le déplore, là, mais je fais juste un constat. Puis moi, je crois dans la force des histoires. Puis je pense qu'on en a une à bâtir. Ah, mais c'est vrai que c'est un beau T-shirt, François. Merci. Et on peut se le procurer sur boutique.engagépublic.com. Blague à part, là, pour compléter notre segment Canada Bashing, heureux, mais un peu craintif de l'annulation de Keystone XL. Heureux parce que je pense que ça démontre enfin, contrairement à Trudeau, que quand tu as certains politiciens au pouvoir, ils posent des gestes cohérents avec un programme politique, ça fait du bien à voir. Tu avais l'air surpris, non, Clément? Non, mais non, pas du tout. Moi, je le souhaitais, puis enfin, je pense que ça va mettre le gouvernement Trudeau devant ses propres contradictions. Ils vont être obligés d'assumer les choix qu'ils ont faits, puis de les défendre. Ça sera pas facile dans l'Ouest, ça va être plus facile de notre côté. Je sais pas à quoi tu faisais référence en disant craintif. Notre ami Benoît Tardy, en parlant en privé dans nos conversations, je pense qu'il avait peut-être un bon œil là-dessus. Effectivement, peut-être que avec la fin du passage nord-sud, ça va relancer un intérêt pour un passage pétrolier vers l'Est. Ben, c'est sûr que ça va avoir cet effet-là, d'autant que le tuyau, il est déjà là, n'est-ce pas? Il s'agit juste de l'inverser ou à peu de choses près. Il y en a un petit bout à rajouter. Mais moi, là-dessus, on est une émission engagée. On voudrait faire plus que réagir et tout. Moi, je dis là, c'est le moment là, pour les gens qui ne veulent rien savoir d'Énergie Est. C'est le moment d'avertir tout de suite vos députés puis de leur dire « Aventurez-vous pas là-dessus. » Il ne faut pas attendre que les lobbies puis que les entreprises qui vont y gagner se mettent sur le cas, engagent des lobbyistes puis leur parlent en premier. S'il y a des courriels envoyés dans les prochains jours, des coups de fil à passer, c'est maintenant. On ne veut pas que ce projet-là renaisse
d'aucune façon. Ça va passer par le vote aussi. Puis j'y pensais cette semaine. Bon, j'étais un souverainiste, puis je pense qu'on avait déjà eu cette épiphanie-là ensemble. Clément, t'étais là quand j'avais parlé de ça il y a comme 1 an ou 2, maintenant déjà. Mais je pense vraiment qu'à la prochaine élection, je vais prioriser mon vote sur l'enjeu climatique parce que plus j'y pense, plus je vois pas l'intérêt d'avoir un système de santé, un système d'éducation ou un pays vraiment qui fonctionne si tout le monde meurt. J'exagère là pour le mettre coloré, mais à la limite, je me demande à quoi ça sert d'avoir tout ça si on priorise pas cet enjeu-là. Puis je me fais la promesse maintenant, publiquement ça a l'air, que la prochaine fois, je vais prioriser sur cet enjeu-là parce que ça fait plus de sens de faire autrement pour moi, là. Mais tu sais, François, je pense que tu n'auras pas de choix à faire. Je pense qu'il n'y aura pas de contradiction. Les gens qui vont réfléchir comme toi vont être dans une dynamique d'indépendance. Puis, tu n'auras pas de... Je te prévois pas de dilemme, moi. Moi, je pense qu'il va en avoir. Je suis entièrement d'accord avec ce que Clément dit. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que Clément dit. Pour moi... la cause environnementale canadienne est, j'espère, pas totalement perdue parce qu'il en va de l'avenir de la planète au complet, mais disons que ça va pas changer parce que le Québec est là. Faut que le Québec soit un pays, il faut qu'on soit un exemple. C'est ça qui va mettre la pression concrètement sur le Canada, je pense. En fait, moi... Les indépendantistes font... je veux dire, les politiciens font le même calcul, là. Je vous conseille pas de voter pour le Parti vert du Québec en ce moment. Il y a des dissensions internes vraiment. Oui. Je sais pas si vous suivez un petit peu les rebondissements au Parti vert du Québec, mais... Pouf! Alors, j'ai manqué d'Internet. Nous sommes de retour. La beauté de l'enregistrement. C'est le couvre-feu numérique. C'est ça. Là, quand on va reprendre ce que je disais sur le Parti vert, dans l'avenir, je vais pouvoir dire que j'ai été cité hors contexte. J'ai coupé au bon moment l'Internet. Je vais en profiter, vu que le temps passe pour nous qui vivons les pépins techniques. Passons au segment États-Unis. Alors, on aura bientôt, dès demain, un nouveau président élu. Enfin! Ben oui! Biden sera assermenté demain vers midi, je crois. Et il y a aussi des groupes de supporters de Trump qui ont commencé à manifester, à se rassembler aux frontières là, des zones qui sont réservées à Washington. Il y a même eu des arrêts parmi les membres de la Garde nationale. C'est rendu que le FBI fait en anglais, c'est VT, aidez-moi, c'est une vérification. Enquête, une vérification. Une vérification du personnel de la Garde nationale pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de membres d'extrême droite ou de gens qui pourraient tenter un attentat ou aider les manifestants. C'est quand même rendu assez intense. Aussi, après Trump, il y a d'autres élus républicains qui commencent à se faire bannir sur Twitter, notamment une représentante de Georgie. On pourchasse les assaillants du Capitole de Washington à travers les États et à travers les internets, les traces numériques qu'ils ont laissées, notamment à travers Parler ou Parler. Et pour terminer, Biden annonce une série de mesures qu'il va mettre en place rapidement après son assermentation. Il y a un stimulus plan. Il veut permettre à certains, donc les gens qui sont nés aux États-Unis, mais de parents immigrants, de rester au pays, etc. Plein de mesures qu'on avait déjà annoncées ou qui sont dans les politiques démocrates habituelles. Clément, est-ce que tu es content de l'arrivée de Biden? Est-ce que tu penses qu'il va être à la hauteur de nos attentes? Ben, ça, c'est 2 questions. Est-ce que je suis content? Oui. Ça fait... écoute, ça fait longtemps qu'on compte les jours. Depuis l'élection, depuis le 6 janvier, on s'est dit 15 jours, 14 jours. Le 21 janvier n'a jamais été aussi loin. C'est demain. Enfin, cela dit, est-ce que Biden va être à la hauteur? Assurément pas. La barre est bien trop haute. Je veux dire, Trump l'a baissé tellement, puis on est tellement habitué à rien que là, les attentes envers Biden sont irréalistes. Je pense qu'il faut que tout le monde... faut qu'on savoure les prochains jours. Faut qu'on reste réaliste. Qu'on se rappelle qu'on ne demande pas à Biden de changer le monde. Ça ne se fera pas en 100 jours, ni même en 2 ans, ni même en 4 ans. Le rattrapage est grand, les défis sont énormes, pas juste aux États-Unis.
Fait que moi, je dis, ils ne demandent pas de changer le monde, ils demandent juste de ramener le bon sens, le rationnel, la science, la compétence, la bienveillance dans la politique. Puis je pense que s'il fait ça, ça va avoir des effets au Canada, au Québec, puis partout dans le monde. Si ça peut ramener un petit peu d'intérêt pour des nuances. On voit déjà vraiment l'effet. Moi, je trouve que ça serait un grand, grand plus. Puis s'il fait ça, pour moi, c'est mission accomplie. Je me permets de jumper in parce qu'on voit déjà l'effet de la présidence dans la société parce que juste avec la fermeture du compte de Donald Trump sur Twitter, il y a 73% de la désinformation qui aurait chuté sur le canal. C'est quand même substantiel, là. C'est pas 5, 10, 30, 73%. Mm-hmm. Et ça, au passage, ça met bien la table pour une éventuelle réglementation de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Oui. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que les gestes de Facebook, Twitter et autres sont de la censure. Puis je pense qu'on est là parce qu'on a fait un laisser-aller épouvantable depuis 20 ans. Puis au Canada, le désengagement du CRTC sur toutes ces questions-là était une erreur. Soit, c'est pas grave, il fallait le tester. Je suis pas dans la nostalgie ou dans les reproches. Mais on a un bel exemple là qu'il y a lieu de réglementer tous ces endroits-là. De quelle façon, c'est un beau sujet pour la suite, mais il le faut. Évidemment. Je pense que effectivement, Facebook, Twitter ont fait la bonne chose dans ce cas-là. Il y a une limite. On sent tous là, qu'il y a une limite à la liberté d'expression. Puis on la met pas mal tous à l'incitation à la violence. Mm-hmm. Ou dans ces, disons, dans ce registre-là. Puis moi, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est que ces gens-là qui ne sont plus sur ces plateformes-là, mais ils n'ont pas disparu dans la nature, là, sont encore là. Ils se sont regroupés ailleurs. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est le début de quelque chose de mieux ou c'est le début de quelque chose de pire encore? Puis j'espère, je crois que c'est le début de quelque chose de mieux parce que je pense que c'est le mieux qui est au pouvoir en ce moment. Juste dans les nominations des dernières semaines, il y a une représentation historique des femmes, des personnes de racisées et même de la diversité sexuelle et de genre. Oui. Il y a une personne trans aujourd'hui qui a été nommée comme sous-secrétaire d'un des postes au secrétariat. Moi, j'ai pas la traduction des termes à l'esprit, mais oui, exact. Puis imaginez ce que ça donne en termes de légitimité à ces personnes-là aux États-Unis. C'est fou, là. Juste ça, puis il n'y a pas encore de décrets de politique qui ont été passés, on s'entend, là, c'est peut-être beaucoup de symbolique, mais c'est une symbolique qui est très importante pour commencer, là. Donc, Rachel Levine, c'est Levine, mais j'imagine qu'un accent sur Levine, sera assistant secrétaire à la santé. Moi, sur le point important que Viviane soulève de ces gens-là qui soufflaient sur les extrêmes à droite ne sont pas disparus parce qu'on leur a coupé l'accès à Twitter. C'est un point important. Puis ces gens-là disparaîtront pas. Néanmoins, je pense que le nombre de personnes là-dedans qui sont des vrais radicaux capables de leadership et tout est relativement mince. Il y a, comme dans tout mouvement, un bon nombre de gens qui suivent. C'est pas méprisant de dire ça. Il y en a dans tous les mouvements politiques, des gens qui sont pas des leaders, qui sont des gens qui adhèrent à quelque chose. Mm-hmm. Et là, on a tous une responsabilité de créer des contextes dans lesquels ces gens-là vont adhérer à autre chose. Fait il faut pas juste se contenter de couper... c'est-à-dire, il faut pas se contenter de couper la parole aux gens qui sont, disons, on va résumer ça à de l'extrême droite actuellement. Il faut aussi que les gens qui ont des propositions à faire d'autres natures, des propositions stimulantes, constructives et tout, utilisent ces réseaux-là. Mm-hmm. On revenait sur les histoires tantôt sur le Canada, le Québec et tout, mais c'est pareil dans les réseaux sociaux, il y a un enjeu de présenter des projets auxquels les gens vont pouvoir adhérer. Puis si on abandonne ces espaces-là à des gens qui dénoncent, qui
qui protestent, qui sont en réaction avec le pouvoir puis avec la démocratie représentative, ben, je veux dire, si on leur abandonne le terrain, il ne faut pas s'étonner qu'ils prennent tout l'espace. Donc, il y a aussi un appel à faire à tous les gens constructifs qui ont des projets, à aller les présenter, à les exprimer, puis à essayer de susciter l'adhésion sur ces projets-là, sur Twitter et sur un paquet d'autres réseaux. Il faut qu'on la prenne, la parole. Mais Clément, j'hésite par rapport à ce que tu dis parce que le bienfait de les sortir de Twitter et Facebook, ces gens-là, c'est qu'ils avaient accès à beaucoup de gens convertibles, disons. Oui. Un potentiel auditoire. Tandis que plus ils sont isolés sur des plateformes obscures, moins ils ont accès à un nouveau public, j'ose espérer, j'ose croire. Donc, je sais pas si la solution, c'est aussi le reste des gens bien intentionnés d'aller les suivre puis d'aller à la même place pour... Non, c'est pas ce que je dis. Hein. Non, mais c'est pas ce que je dis. Moi d'abord, clairement, il fallait couper. Puis, je veux dire, juste depuis que Trump n'a plus accès à Twitter, on respire tous mieux. Ouais. Donc ça, moi c'est fabuleux l'effet que ça a eu. Moi, ce que je dis, c'est que ces gens-là, tout le monde ne suivra pas les extrémistes dans les réseaux du dark web et tout. C'est pas vrai qu'il va y avoir 77 millions de personnes qui vont s'en aller sur le dark web. Il y en aura quelques-uns, toujours trop. La question, c'est qu'il y en a une grande partie qui vont rester sur des réseaux comme Facebook, qui vont être moins exposés qu'ils l'étaient à des discours haineux, violents et tout. Ben, ces gens-là, c'est le moment progressivement de les exposer à d'autres messages plus constructifs auxquels probablement ils pourront progressivement adhérer. François n'est pas d'accord. Je suis d'accord, j'irai plus large que toi. Je comprends que là, on peut être concentré sur l'attaque sur le Capitole, mais quand tu as 74 millions de votes pour le Parti républicain, et je comprends qu'il y a quand même des gens qui mettraient... Le Parti républicain là, nominerait un poteau ou un arbre ou de l'asphalte, puis il voterait pour, là, je comprends. Là, je comprends. Mais qu'il augmente son vote, puis qu'il augmente son vote chez les minorités, les communautés culturelles, il y a un problème de réseau et de vase clos, très clairement. J'ai quelques chiffres que j'ai notés pour ce sujet-là, là. 66% des républicains des électeurs républicains croient que Trump n'est pas responsable de l'attaque et il y a 66% des électeurs républicains qui croient toujours que l'élection a été volée. 66% de 74 millions de personnes, ça fait beaucoup trop de monde. Il y a vraiment un problème lié. Puis c'est des leçons pour nous au Québec. On n'est pas encore là, mais on y goûte avec les conspirationnistes en ce moment. On pourrait, on le souhaite pas, mais avoir des extrêmes politiques qui commencent à se lever là avec, je vais pas trop regarder, là, je vais pas trop m'avancer, mais des fois Éric Duhem a l'air d'être un peu plus dans l'univers conspirationniste que dans le réel, là, mais faut pas s'aventurer à ce niveau-là politiquement ici. Donc, il y a un problème avec les bulles qu'on se crée numériquement. On n'est plus capable d'avoir différents points de vue dans nos médias, dans nos vies personnelles, puis d'élaguer peut-être ou de identifier clairement ce qui est vrai et ce qui est faux. Puis j'ai l'impression que pour nous, faudrait légiférer, puis quitte aussi à mettre de l'argent dans Télé-Québec Information. C'était pas une mauvaise idée, ça, développer un autre système d'information que Québécois qui est très bien, que Radio-Canada qui est très bien, mais pourquoi pas avoir quelque chose aussi d'indépendant qui est Télé-Québec Information? Mais tu sais, quand tu dis on n'est pas à l'abri de ça au Québec, là, il y a une réflexion qui m'est passée par la tête cette semaine. En 1995, le résultat du référendum a été on ne peut plus chaud. Ça s'est vécu étonnamment bien. L'acceptation de tout ça, c'est un exercice de démocratie extraordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'environnement médiatique dans lequel on est, ça se passerait de la même façon? Je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Je pense qu'on donnerait la parole à des gens... je pense que les extrêmes s'empareraient du résultat beaucoup plus facilement, puis que ça se passerait peut-être pas aussi bien. Fait qu'on n'est pas à l'abri, puis ça, c'est un truc qu'il faut... là-dessus, je suis d'accord avec vous deux, là, qu'il faut cultiver bien avant d'être dans une situation aussi périlleuse que celle dans laquelle on a été en 95 et dont on s'est sorti admirablement malgré le résultat.
D'autres choses là-dessus avant qu'on se quitte? Beau t-shirt. Beau t-shirt. On se part en République, gang. Merci d'avoir été là. Hey, mettons des bulles au frais. Faut mettre des bulles au frais pour demain quand même. Oui! Je sais que t'en as tous les jours dans ton frigo, toi. Non, j'en ai pas tous les jours, mais demain, il va en avoir. Il y en avait pour l'élection aux États-Unis. Puis là, il va y en avoir demain parce que par les temps qui courent, toutes les occasions de célébrer que ça va un peu mieux doivent être soulignés. Dûment soulignés, tout à fait. Oui, absolument. Ben, merci beaucoup d'avoir été là dans cet épisode où on va s'assurer que j'aille un peu plus d'Internet la prochaine fois. En attendant, merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et pour recevoir notre infolette qu'on va lancer prochainement, consultez notre boutique ou pour vous engager, visitez engagerpublic.com. Merci Clément, merci Viviane. Merci François. Et on se dit à la prochaine.